Bonjour, le cours que je vais présenter aujourd'hui, il va porter sur les formes différentielles et intégrales curvilignes. C'est un chapitre de module analyse 6 et ça concerne la filière sciences mathématiques applications pour le semestre 4. Alors, mon cours, il va subdiviser en 3 parties. Je vais commencer par une petite introduction pour faire apparaître l'utilité des intégrales curvilignes. Après, je passe aux formes différentielles et je vais définir les intégrales curvilignes et quelques propriétés de ces intégrales curvilignes. Alors, comme introduction, je vais donner 2 exemples où l'intégrale curviligne s'impose. Le premier, il concerne le calcul d'une surface latérale. Et je commence par un exemple que vous avez sûrement manipulé lors du calcul intégral simple en relation avec le calcul des surfaces, l'interprétation géométrique. Je me donne un repère O et J et une courbe d'une fonction que je suppose par exemple, il a cette forme, la courbe d'une fonction f. Voilà. Alors, une interprétation géométrique de l'intégrale simple nous dit que si je veux calculer la surface comprise entre la droite verticale x est égal à a et la droite verticale x est égal à b, la courbe de f et l'axe des abscisses, ça veut dire si je veux calculer l'aire de ce domaine, je peux noter par exemple delta. Alors, l'une des techniques qui nous a donné la définition et la notion de l'intégrale, elle est basée sur, je considère un petit déplacement sur l'axe des abscisses. Ce déplacement, il est destiné à être très petit, il va tendre vers 0. Donc, je fais la projection sur ma courbe et je considère que j'ai ici un f de x. Donc, l'aire de ce rectangle, lorsque d de x tend vers 0, je peux écrire que j'ai un point x dans l'image f de x. C'est juste une idée intuitive. Alors, ce petit rectangle, si je le note tau, par exemple, tau, je peux écrire, d'après le calcul intégral, l'aire de ce petit rectangle, c'est la longueur f de x fois la largeur f de x. Et pour balayer tout le domaine delta, je peux faire varier x d'une façon continue de A et B. Ça veut dire j'ai obtenu l'aire de domaine delta, c'est l'intégrale de A à B de f de x d de x. C'est l'intégrale simple que vous connaissez. Alors maintenant, je vais essayer de compliquer un peu la situation. Donc, je vais essayer de passer à l'aire d'une surface latérale qui se situe dans la dimension 3. Je vais essayer de calculer la même idée de calcul de la surface de domaine delta. Donc, je serai dans un repère que je vais noter O, I, J. Donc, je considère que ça, c'est l'axe des abscisses X. Et ça, c'est J et K. Donc, j'ai ici mon X, Y et Z. Je considère que j'ai une courbe paramétrée dans le plan OX, OY, donc une courbe C, qui a une extrémité grand A et une extrémité grand B. Alors, cette courbe grand C, je suppose qu'elle est paramétrée par la paramétrisation suivante. Donc, C, il est défini par, je suis dans un plan, x est égal à x de t, y égal à y de t, avec mon t, il est compris entre deux réels A et B. Donc, le point A, il correspond à t est égal à A, le paramètre t est égal à A,
Et le point B, il correspond à T est égal à B. Bien. Alors ensuite, je vais considérer un domaine dans le plan, bien dans l'espace, si vous voulez, que je peux considérer comme celui-là, dans l'espace, si vous voulez. Voilà. Alors, un domaine D. Et ce domaine D est là pour équation Z égale f de x, y, une fonction f qui caractérise le domaine D. Donc, chaque point de domaine est là l'équation z égale f de x, y. Je fais la projection de ma courbe sur le domaine D. Donc, je vais obtenir quelque chose comme ça, une projection, si vous voulez. Alors, je vais essayer de prendre le même point. Donc, une projection de cette forme, si vous voulez. Bien, alors, ce point a sa projection, si vous voulez, c'est ça. Un autre point ici, je considère que c'est ça, sa projection. Ce point, sa projection, il est là. Et ce point, c'est ça la projection. Bien, alors, je veux considérer que je peux voir la partie, pour cette partie, je peux la voir. Cette partie, elle est derrière, donc je ne peux pas la voir. La même chose, je considère que cette partie, je peux la voir. Et cette partie, donc si vous voulez, ça c'est ce point-là. Voilà. Bien, alors la question c'est est-ce que je peux recouvrir cette surface latérale? Ça veut dire est-ce que je peux faire recouvrir cette surface lorsque on va prendre un point qui va être varié sur la courbe C. Donc l'idée de tout à l'heure, est-ce qu'on peut l'appliquer intuitivement? Donc si je prends par exemple, au lieu de dx, un petit déplacement curviligne d de s, c'est un petit déplacement curviligne. Ce ds, il est destiné à être tendre vers 0. Je fais la projection sur la courbe. Donc je vais obtenir quelque chose comme ça. Lorsque ds tend vers 0, je peux considérer que j'ai ici z est égal à f de x, y. Je peux considérer, donc je peux voir cette partie si vous voulez. Donc ce qu'on vous demande, cette partie, c'est un petit rectangle. Lorsque ds tend vers 0, on peut l'approcher par un petit rectangle. Et j'applique ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'aire de ce petit rectangle, tau, et je l'appelle tau, il est égal à la hauteur f de xy multiplié par la variation curviligne d de s qui est destinée à être très petite. Et lorsque je veux recouvrir toute la partie, toute la surface latérale, donc ce point, il va être varié sur la courbe C, ça veut dire que c'est l'idée de tout à l'heure. Donc l'aire de la surface latérale, si je la note sigma, ça va être l'intégrale sur la courbe C de la fonction f de x, y, d de s, que je peux noter puisque a, il varie de a jusqu'à b, donc ça va être l'intégrale, en remplaçant t de a jusqu'à t est égal à b. Ma fonction f au point xt, y de t, et d de s de t. Je peux diviser par d de t et multiplier par d de t. Donc, je suis en train de définir ce qu'on va appeler intégrale curviligne. Ça veut dire que cette surface, il est donnée en fonction d'une intégrale curviligne. Alors, maintenant, je vais passer à un deuxième exemple où on voit apparaître l'utilité des intégrales curvilignes et ça va concerner le travail des forces d'un champ appliqué à une particule qui est en mouvement dans ce champ.
Donc, je vais considérer que je suis uniquement dans un plan, rapporté à un repère orthonormé O et J, et que nous avons un champ qui s'applique à ce plan. Donc, pour chaque point, nous avons un champ. Un deuxième point, nous avons un autre champ. Lorsqu'on fait varier le point, le champ, il varie. Un autre point ici, par exemple, donc c'est un champ. Et ici, un champ. Et ainsi de suite, un champ. Donc, un champ appliqué à ce plan, je considère que j'ai une particule qui est en mouvement dans ce champ. Donc, sa courbe, par exemple, c'est ça, la courbe de la particule, voilà, au mouvement. Alors, cette particule, en chaque point, elle est soumise à un champ que je vais appeler F. Et si je considère un petit déplacement, que je vais noter D de R, alors le D de R encore, il est destiné à être très petit. On connaît que le travail élémentaire de cette force sur la particule, il est donné par la force scalaire, le déplacement, ça c'est de la physique. Et si je veux calculer tout le travail à partir, si le mouvement de la particule, il part d'un point A à un point B, ça c'est ma particule P. Si je veux calculer le travail, donc il n'est autre que le travail des forces, c'est l'intégrale sur toute la courbe de la particule de f x, y fois le déplacement. Alors, une autre fois, je peux utiliser l'expression suivante. Donc, c'est l'intégrale, si vous voulez, de f de x d'un t, yt, d de r sur d de t fois d de t. Si j'ai le t varie de A jusqu'à B, jusqu'à t est égal à B, si j'ai ma courbe, il est paramétré par un paramètre t de A jusqu'à B. Là aussi, je vois que j'ai ici une intégrale curviligne à calculer et qui m'a donné le travail de la force, des forces F appliquées à la particule P lorsqu'elle se déplace de A vers B. Voilà, donc ça c'est deux exemples où les intégrales curvilignes ne servent pour calculer des termes. Bien, alors maintenant je vais passer après cette petite introduction, je vais passer au contenu de ce cours. Et là, les objectifs principaux suivants, c'est assimiler les techniques de calcul des intégrales curvilignes et pouvoir appliquer ces techniques à des situations réelles telles que des situations en physique, comme on vient d'avoir pour le travail des forces appliquées à une particule. Voilà. Alors, je commence par les formes différentielles. Pour définir une forme différentielle de degré 1, j'aurai besoin d'un ouvert U de R à la puissance N et de son dual algébrique, si vous voulez que je peux noter E étoile. Alors le E, c'est R dans notre cas, donc un ouvert U inclus dans E qui est égal à R à la puissance N. Donc je vais appeler une forme différentielle toute application de U vers E étoile qui à chaque x appartient à U, je vais lui faire associer oméga x. Donc toute application oméga, petit oméga, de U vers E étoile va s'appeler une forme différentielle sur U. Alors évidemment, lorsqu'on est W de x appartient à E étoile, ça veut dire que cette expression W de x, elle est définie de E vers R, à chaque vecteur y.
je vais obtenir W de x appliqué à y. Alors, toute multiplication de ce genre, on va l'appeler une forme différentielle définie sur l'ouvert U, qui est un ouvert de R à la puissance n. Ça, c'est la définition. Bien, alors, cette définition, ou bien cette forme différentielle, on va essayer de chercher quelle est son expression. Puisque W de x, il arrive dans E étoile, le dual algébrique de R à la puissance n. Alors, on peut munir R étoile E, on peut le munir d'une base, et c'est la base canonique, c'est E1, E2 jusqu'à n, base canonique de E, c'est la base canonique de R à la puissance n, ça veut dire EI, les composants de I sont tous des zéros, sauf 1 à la position I. Alors à cette base, je vais associer une autre base qu'on va appeler la base duale, c'est la base de E étoile, c'est la base B étoile, qui est D de x1 jusqu'à D de xn, ce qu'on va appeler base duale associée à la base canonique B. Alors, cette base duale, il est définie par, c'est un élément de E étoile, et il est défini par D de xi appliqué à un vecteur y, n'est autre que la ième composante de y. Voilà. Donc, c'est la base duale. Donc, puisque E étoile est muni de cette base duale, et oméga x appartient à E étoile, donc on peut écrire oméga x comme combinaison linéaire de ces éléments de la base étoile. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Ça veut dire que, en chaque point x, nous avons oméga x, c'est un élément de E étoile, qu'on peut écrire en fonction des éléments de la base duale. Donc, il va exister des fonctions A1, A2 jusqu'à n, définies sur le vers U, telles que nous avons cette écriture oméga x égale, nous avons cette écriture oméga x, c'est la somme des AI d de x. Alors, cette écriture, on va l'appeler écriture canonique de la forme différentielle oméga. N'est autre que l'écriture de oméga x dans la base duale. Voilà. Bien. Alors, est-ce qu'on peut définir des formes différentielles de classe CK? Oui, on peut faire ça. Une forme différentielle va être dite de classe CK lorsque ses composantes AI sont de classe CK. Voilà, donc cette écriture, c'est l'écriture canonique de la forme différentielle. Si les fonctions AI sont de classe CK, on va dire que la forme différentielle est aussi de classe CK. Donc on peut parler d'une forme différentielle de classe C1, C2 jusqu'à C l'infini. Bien, alors un exemple simple d'une forme différentielle, et c'est un exemple fondamental, c'est la différentielle d'une fonction. Si nous avons une fonction f de classe C1 sur le vers U, alors on peut définir sa différentielle f par df au point x, c'est la somme des dérivées partielles de f par rapport à xi fois d de xi, ça veut dire que les composantes de la différentielle, c'est exactement df sur dx, c'est les dérivées partielles. Ça, c'est une forme différentielle définie sur x. C'est un exemple fondamental des formes différentielles. Alors, deux autres exemples. On peut écrire, par exemple, dans R carré, w de xy, c'est 1 sur x carré plus y carré de dx plus exponentielle x plus y d de y. C'est une forme différentielle sur R carré. Un autre exemple, dans R3, R carré croix R étoile plus, si vous prenez cette forme, c'est aussi une forme différentielle. Donc, on a plusieurs exemples. J'ai donné exactement juste ces trois exemples. Et ce qui est important, c'est le premier qui est un exemple fondamental. Bien. Alors, pour ces formes différentielles, on va définir deux types de formes différentielles qui vont jouer un rôle dans la suite de notre cours. C'est ce qu'on va appeler forme différentielle exacte et forme différentielle fermée. Bien, alors, pour forme différentielle exacte, je vais prendre oméga une forme différentielle de classe CK sur U. Ça veut dire que les composantes AI sont de classe CK. Alors, je vais dire que oméga est exact. J'ai exactement la définition suivante. Ma forme différentielle, elle est exacte sur U. Ceci veut dire que
il va exister une application, puisque oméga est de classe CK, l'application F est de classe CK plus 1, donc il existe une fonction de classe CK plus 1 sur U, telle que je peux écrire ma forme différentielle égale la différentielle de F. À ce moment-là, je vais dire que oméga, il est exact. Autrement dit, une forme différentielle exacte, elle est égale à la différentielle d'une fonction. Bien. Alors, deuxième définition, ça concerne forme différentielle fermée. Je vais dire que oméga est fermé, donc si je prends la forme différentielle oméga x, avec son écriture canonique de 1, la somme de 1 jusqu'à n des fonctions a et de x, d de xi, je vais dire que cette forme différentielle est fermée lorsque je peux écrire que d de ai, la dérivée partielle par rapport à xj, au point x, elle est égale à la dérivée de aj par rapport à xi au point x. Alors ceci, évidemment, quel que soit ij, variant de 1 jusqu'à n. Voilà. Donc à ce moment-là, je peux dire que ma forme différentielle, elle est fermée. Ça veut dire que je peux changer l'ordre de la dérivée et l'ordre des ai sans changer l'expression. Bien. Bien, alors, le théorème fondamental pour les formes différentielles, c'est le théorème de Poincaré. Ce théorème, il nous donne exactement, il répond exactement à la question suivante. Quelle est la relation entre une forme différentielle fermée et une forme différentielle exacte? Est-ce qu'il y a une relation entre ces deux? Alors, dans un premier théorème, on va voir que une forme différentielle exacte est fermée, et ce n'est pas le théorème de Poincaré. Alors, une petite démonstration de ce premier résultat, ça veut dire ce premier résultat qui nous dit que si oméga est exact, alors la forme différentielle est fermée. Pour pouvoir donner une petite démonstration, si vous voulez, on peut écrire ça, c'est facile. Alors, oméga exact, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre forme différentielle elle est égale à la dérivée d'une fonction. Puisque oméga est de classe C1, la fonction f elle est de classe C2. D'après l'écriture de oméga, l'écriture canonique est de la forme différentielle. Donc, je peux écrire que AI au point x est égal à la dérivée partielle de f au point x, quel que soit i, allant de 1 jusqu'à grand T. Ça, c'est juste l'égalité des deux formes différentielles. La première, les composantes, ce sont les AI. La deuxième, c'est les dérivées partielles. Bien. Alors, maintenant, si je cherche la dérivée partielle de AI par rapport à xj, donc je peux écrire, je dérive par rapport à xj la fonction AI de x. D'après cette égalité, ça va être la dérivée partielle de xj de la dérivée partielle de f par rapport à xi au point x. Alors à ce moment-là, j'ai un théorème qui me dit que c'est le théorème de Schwarz. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je peux permuter les dérivées partielles. Ceci, il est égal à la dérivée par rapport à xi, de la dérivée par rapport à xj de la fonction f. Et cette expression, c'est exactement aj. Donc, je vais obtenir la dérivée par rapport à xi de la fonction aj de x. Ça veut dire que ma forme différentielle, elle est bien fermée. J'ai cette dérivée partielle égale à celle-là. Donc, c'est exactement ce qui montre que f oméga, elle est fermée. Bien. Alors, donc ça, c'est le premier résultat. Pour le deuxième résultat de notre théorème, il va concerner la réciproque de ce premier point. Est-ce qu'une forme différentielle fermée est exacte? En général, ça c'est faux. Donc c'est le deuxième point.
qui est le théorème de Poincaré. Il va nous dire que si oméga est fermé, et on va ajouter une condition sur le vers U, une condition géométrique, U étoilée, alors oméga, c'est une forme différentielle exacte. Donc, c'est le deuxième point de notre théorème. C'est exactement ça, c'est le théorème de Poincaré. Voilà. Alors, une petite démonstration de ce théorème. Bien. Alors, oméga étoilé, ça veut dire qu'il est étoilé par rapport à un de ces points. Je vais supposer par une translation que U est étoilé par rapport à l'origine. Donc, par translation, je suppose que U est étoilé par rapport à l'origine, juste pour simplifier les calculs. Bien. Alors, lorsque je cherche à démontrer que oméga est exact, je suis devant la question suivante. Donc, je vais écrire ici. Ça veut dire que il faut que oméga, en un point x, soit égal à la différentielle d'une fonction. C'est ce que je cherche. Ceci, il est donné par AI au point x égale la dérivée par rapport à xi de f au point x. Donc, je cherche une fonction f qui est de classe C2, puisque oméga est de classe C1, tel que je vais avoir cette égalité pour tout i allant de 1 jusqu'à n. Bien, alors, je dispose des hypothèses suivantes, oméga fermé, U étoilé, je n'ai pas grand-chose pour démontrer l'existence de f, mais on va essayer de construire cette fonction petit f. Alors, en remarquant AI de x est égal à la dérivée, pour le moment, on va oublier la dérivée. Donc, je vais remarquer la chose suivante, AI de x, je peux l'écrire, c'est AI d'un point tx fois t entre les valeurs t est égal à 0 et t est égal à 1. Si je prends t est égal à 1, si AI de x en 0, il est égal à 0, et exactement cet élément, il appartient à U, puisque U, il est étoilé par rapport à l'origine. C'est à ce moment-là qu'on aura besoin de étoiler. Bien, alors, à partir de cette écriture, donc si je pose cette fonction, c'est une fonction g de t, ça veut dire, je peux écrire que AI de x, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction g' de t d de t. Donc, je suis en train de chercher une fonction que je vais considérer pour arriver à cette conclusion. Bien, alors, donc si AI de x est égal à l'intégrale de g' de t, donc je vais dériver cette fonction pour voir comment se comporte la dérivée de cette fonction. Alors, donc je vais avoir g' de t, la dérivée de cette fonction par rapport à t, donc ça va donner AI de tx par rapport à t, plus t fois la dérivée de ça, c'est une fonction vectorielle, donc c'est la somme de g est égal à 1 jusqu'à n de t, xj, fois la dérivée par rapport à xi, par rapport à xj plutôt, de ai de tx. Bien. Alors, puisque ma forme différentielle est fermée, je peux utiliser ici la dérivée de aj par rapport à xi. Donc, ça va être égal. Je suis en train de remonter pour trouver la fonction petit f. Ceci n'est autre que ai de tx plus la somme de